cadre vraiment magnifique. Je suis d'ailleurs ravi de voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui s'intéresse à la musique romantique allemande, ce n'est pas évident. Je vois aussi que nous avons un public assez mixte, assez varié. Nous avons des personnalités du milieu de l'art, des universitaires, des musiciens bien sûr, mais aussi des mélomanes de tous bords qui n'ont pas forcément de formation musicale et dont j'apprécie d'autant plus la présence. Et à vrai dire, ça me complique un tout petit peu la tâche, vu qu'il est toujours un peu difficile de répondre aux attentes de chacun et chacune. Certains d'entre vous sont peut-être là pour vraiment le côté performance, donc le côté concert de cet événement, alors que d'autres s'intéressent peut-être au contenu vraiment informatif et donc au côté conférence. Dans les deux cas, je pense que ça fait quand même pas mal de monde à décevoir en une seule soirée. Mais en fait, pour vraiment parler du format de cet événement qui se situe à cheval donc entre le concert et la conférence, il faut que je vous prévienne avant tout que je suis avant tout musicologue et que donc il y aura un temps de parole assez significatif, des formations professionnelles obligent. Mais je pense que quand même le sujet s'y prête. Je crois que quand on parle de narration musicale dans la musique romantique allemande, il y a quand même pas mal de matière à discourir, à discuter. D'autant plus que la question de la narration musicale est un sujet extrêmement vaste, extrêmement complexe, et je ne prétends pas l'épuiser en 1h15, 1h10 de concert. Ce serait impossible. Et aussi, il faut savoir que la question déjà de la narration, mais surtout plus largement du sens et de la signification en musique, a été l'une des grandes questions de la musicologie des, disons, 40 à 50 dernières années. Il faut savoir qu'il y a même toute une branche de la discipline qui traite de ce qu'on appelle la sémiotique musicale, donc la question du sens en musique. Mais je vous rassure, je ne compte pas du tout m'aventurer dans les détails techniques et les vicissitudes de la sémiotique musicale, pour la première raison que je n'ai pas envie de vous faire mourir d'ennui. Et deuxièmement, parce que j'ai quand même une autre idée du programme de ce soir. Donc aujourd'hui, ce que je compte faire, vraiment, c'est de me rapprocher de ces quelques œuvres que j'ai choisies et qui sont véritablement un simple échantillon vraiment de la musique à programme de la période romantique. Et ce que j'aimerais faire, c'est de me rapprocher de ces œuvres qui sont composées pour le piano, et donc il s'agit de musique instrumentale, qui est par définition un médium muet, qui n'utilise pas de mots ou de paroles. Mais néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment justement cette musique instrumentale peut se référer à des images, des histoires, des paysages même, et plus largement à l'imaginaire romantique, qui est extrêmement riche et complexe, avec ses symboles et vraiment ses symboles culturels. Et donc j'aimerais voir aussi comment plus largement cette musique peut se référer à des genres littéraires, au monde du théâtre, de l'opéra, et comment tous ces éléments-là peuvent se retrouver dans cette musique pour qui veut bien y prêter attention. Pourquoi cela? C'est parce que je pense que pour nous tous, ça peut vraiment enrichir notre expérience musicale que de l'aborder par le biais de l'imagination, de l'imaginaire, du visuel, quand cette musique s'y prête, bien sûr. Et je pense que pour vous en tant qu'auditeur, mais pour nous tous en tant qu'interprètes, c'est-à-dire pour moi et ceux d'entre vous qui le sont, je pense que ça peut être une expérience enrichissante, participative, active avec la musique, que de vraiment suivre ces fils, donc ces fictions romantiques, d'où le titre de l'événement. Alors nous avons commencé tout en douceur, en fraîcheur, avec ces quelques scènes d'enfants de Schumann, qui sont des pièces tout à fait charmantes, et donc il s'agit de musique narrative par excellence, vu que ce sont des suites de pièces caractéristiques qui s'inspirent toutes du monde de l'enfance, et où on a donc ce thème très simple qu'on a entendu au début, avec sa croche pointée caractéristique, qui se trouve variée, transformée au fil des différentes pièces et des différentes atmosphères évoquées, comme par exemple le mood des contes de fées,
des jeux d'enfants, quelques pièces même plus contemplatives. Et donc ça a été, je crois, notre moment de fraîcheur et de joie dans un programme ce soir qui, par ailleurs, est quand même assez sérieux. Et déjà, je vous vois venir, vous allez peut-être me reprocher d'avoir choisi un programme un peu trop sérieux pour la période des fêtes, justement, enfin, pas assez festif. Donc, en guise d'introduction, nous avons eu ces pièces de Schumann avant de passer à quelque chose d'un peu plus punch. Mais à vrai dire, je ne compte pas m'attarder beaucoup sur ces œuvres de Schumann. Déjà parce que ça fait quand même un moment que je parle. Et il va y en avoir encore. Mais aussi parce que j'aimerais introduire la pièce suivante. Et je crois que déjà Schumann, avec ses titres et ses pièces vraiment très évocatrices, en quelque sorte, ces titres parlent d'eux-mêmes. Et je pense que ça a déjà fait travailler notre imagination avec les titres que vous avez dû lire. Et je vais m'en tenir là, pour Schumann. Les photos. Son et lumière, c'est le programme. En bref, donc j'aimerais introduire la pièce suivante qui est en quelque sorte le premier plat de résistance de notre soirée musicale. Et il s'agit d'une œuvre de Liszt, notamment la lugubre gondola, qui peut se traduire par la gondole lugubre ou la gondole funèbre, qui est donc une pièce pour piano de Liszt, un compositeur qui peut être considéré comme étant situé dans les marges du romantisme allemand, proprement dit. Pourquoi dans les marges? C'est parce que Liszt, bien qu'il se soit établi en Allemagne à la fin de sa carrière, est d'abord hongrois. Il est né en Autriche-Hongrie au début du XIXe siècle, donc celui Habsbourg. Mais surtout, Liszt, ça a été l'un des premiers grands artistes cosmopolites de l'Europe romantique. Donc il s'est fixé notamment à Paris en France, mais aussi en Italie et en Suisse, ces fameuses années de pèlerinage. Et tout ceci avant donc de s'établir en Allemagne, ce qui fait que Liszt a entretenu toujours des rapports ambigus, complexes avec le romantisme allemand. Et je vais en parler d'ailleurs. Donc lorsqu'on pense à Liszt, on pense avant tout au pianiste virtuose de sa jeunesse. On pense au jeune Liszt en tant que pianiste extraordinaire qui a vraiment captivé les foules de par l'Europe, par sa virtuosité, par son charisme aussi. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la pièce que je vais jouer ce soir, donc cette gondole lugubre, est une pièce de la maturité de Liszt. C'est une pièce de la fin de la vie de Liszt. Ça va. La fin de la vie de Liszt, donc. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de changements. Au niveau personnel d'abord, vu que Liszt à cette époque s'est retiré de la scène pour se consacrer exclusivement à sa carrière de compositeur et à son poste de Kapellmeister à Weimar. D'ailleurs, Liszt est rentré dans les ordres, il s'est fait abbé à cette époque-là, donc c'était l'abbé Liszt à l'époque de la composition de cette pièce. Mais surtout musicalement, Liszt à cette époque-là s'est éloigné de sa virtuosité spectaculaire, de cette virtuosité qui a vraiment caractérisé ses années de jeunesse. Et Liszt s'est orienté à explorer un côté beaucoup plus sombre de son inspiration musicale. Et même Liszt, avec son cercle de Weimar, donc l'école de Weimar, s'est considéré comme l'un des avant-gardistes de son époque musicale. Donc il promouvait ce qu'ils appelaient la musique de l'avenir, die Musik der Zukunft. Et c'est donc un peu tout ça qu'on peut retrouver dans cette pièce-là. Mais je crois que ce qui est plus intéressant pour vous et pour moi ce soir, c'est que derrière cette œuvre de Liszt, il y a aussi une histoire, une anecdote que Liszt raconte, donc une histoire que Liszt a vécue lui-même et qu'il a inspirée dans la composition de cette pièce. Il s'agit d'une anecdote que Liszt relate et qui a pour sujet l'amitié de Liszt avec un autre grand compositeur et dramaturge de l'époque romantique. Et il s'agit bien sûr de Richard Wagner. Alors, derrière donc, cette pièce que je vais jouer et dont je vais parler encore, il y a une anecdote que Liszt raconte et qui a pour sujet son amitié avec Wagner. Et l'histoire est la suivante. En 1882, en décembre plus spécifiquement, Liszt se trouve à Venise, au Palazzo Vendramini, en visite chez son ami de longue date et collaborateur artistique, Richard Wagner. Par contre, Liszt, pendant son séjour,
se trouve saisi d'une sorte de mélancolie inexplicable, mais aussi une sorte de pressentiment de la mort prochaine de son ami Richard Wagner. Donc Liszt avait vraiment cette prémonition étrange, comme quoi c'était la dernière fois qu'il rendait visite à Wagner. Prémonition inexplicable d'ailleurs, vu que Wagner se portait très bien. Il était déjà en train de composer ses prochaines œuvres qui souhaitaient être des œuvres symphoniques. Bref, Liszt était en proie à donc, cette angoisse et à cette sorte de deuil anticipé, lorsqu'il raconte qu'il aperçoit par la fenêtre du Palazzo, qui se situe sur le Grand Canal, à Venise d'ailleurs, il aperçoit une gondole solitaire passer dans un paysage de brume et de brouillard, un paysage désolé, donc à Venise, et puis disparaître dans le brouillard. Alors, pour Liszt, à ce moment-là, c'est un symbole vraiment poignant de l'angoisse qu'il éprouve, d'autant plus que c'est une inversion de la Venise et de la gondole, de l'imaginaire romantique, qui est vraiment un symbole solaire de l'Italie méridionale. Et donc cette vision-là est un symbole vraiment poignant pour Liszt, un symbole de deuil profond. Et donc il raconte que c'est ce qui l'a inspiré dans la composition de cette pièce qu'il compose dans les jours qui suivent. Malheureusement, la prémonition de Liszt s'est avérée correcte, vu que Wagner est mort 1 mois et demi à peine après cette visite. Et c'est pour cela que Liszt va plus tard dédier cette œuvre à la mémoire de Wagner, cette œuvre qui était déjà composée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre est l'une des grandes, vraiment, fresques paysagères de Liszt. Liszt était, comme qui dirait, un peintre de paysage en musique toute sa vie, déjà. Et cette œuvre, donc, fait partie de ces œuvres-là de Liszt. Alors, Liszt est en train d'ancrer le décor dès les premières notes, vu que ce qu'on entend au début est une sorte d'écho de cloches qui passent dans le lointain, donc comme qui dirait un glas funèbre, aux antipodes vraiment de la Venise méridionale de l'imaginaire romantique. D'autant plus que ce passage-là, donc ce sont des cloches à l'unisson, est marqué par Liszt comme devant être joué sur une longue pédale continue, ce qui accentue cet effet de distance, cet effet d'écho. C'est comme ça que Liszt ancre son décor, vraiment, bien sûr, en musique, et crée cette atmosphère mystérieuse, diffuse de brouillard, et aussi cette espèce de spatialisation musicale, vu qu'on entend un écho grâce à cette pédale très longue, anormalement longue en fait, sur 4 mesures quand même, c'est excessif même pour le corps. Et donc crée cet effet de distance et de brouillard. Et ces effets de pédale d'ailleurs sont récurrents dans toute la pièce, comme par exemple un tout petit peu plus tard. Accentué vraiment par ces très longues pédales qui floutent les contours harmoniques et mélodiques, donnent justement cette impression diffuse de brouillard, de brume, un peu comme les tableaux que j'ai là de vraiment ce qu'on pourrait appeler un impressionnisme musical avant la lettre, comme Debussy fera bien sûr plus tard avec ses effets de pédales et ses mélanges de couleurs harmoniques. Et Liszt donc est fidèle à sa réputation d'avant-garde au XIXe siècle ici, donc c'est une sorte d'impressionnisme musical avant la lettre. On peut considérer ça comme une pièce tout à fait avant-gardiste. Mais ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que cette œuvre va au-delà du paysagisme musical. C'est extraordinaire, bien sûr, mais ça va au-delà de ce paysagisme musical, dans le sens que c'est un véritable hommage que Liszt rend à Wagner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une œuvre qui est véritablement truffée, saturée même, de références à la musique de Wagner et de citations musicales directes ou indirectes, spécifiquement de l'opéra de Wagner, qui a été le plus obsédé
le plus hanté par ces questions existentielles de vie, de mort et de transfiguration. Et il s'agit bien sûr de Tristan und Isolde ou Tristan et Isolde de Wagner. Et donc Liszt déjà cite, juste après ce son de cloche, Liszt cite déjà le tout premier motif de l'opéra de Wagner, comme ceci. Alors là, ce que nous avons, c'est une citation indirecte du tout premier motif qui ouvre le prélude à l'acte 1 de Tristan et Isolde, qui était donc chez Wagner cette mélodie du hautbois qui émerge de nulle part, avec le fameux accord de Tristan, qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre au 19e et au 20e siècle. Donc chez Wagner, comme ceci. Donc on voit bien la similitude entre les deux motifs, mais les citations de Wagner sont vraiment trop nombreuses pour les énumérer toutes. Je n'en citerai qu'une. C'est un tout petit peu plus bas, une autre citation d'un passage très connu, cette fois de l'acte 3 de Tristan et Isolde, et il s'agit du fameux solo pour corps anglais non accompagné dans le prélude de l'acte 3 de Tristan, qui est dans l'opéra un symbole de deuil aussi et de désolation, que Liszt cite presque à l'identique. Aussi une main droite donc non accompagnée, comme qui dirait un solo d'instrument avant. À ce premier. Donc ce que Liszt fait véritablement, c'est que toute cette intertextualité a sa signification parce que Liszt est en train de s'approprier le langage chromatique, expressif, douloureux même, de Tristan, et même dans les passages qui sont composés par Liszt de toutes pièces. Il rend vraiment hommage à cette musique en se l'appropriant, en la transformant et en vraiment, véritablement la faisant sienne. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur cette pièce-là. Simplement un mot sur la fin, qui est quand même un geste musical assez fort, je pense, qui probablement va nous toucher tous. Et donc, après une péroraison magnifique vers la fin de l'œuvre, l'œuvre se conclut par, justement, pour revenir à l'image d'origine, cette gondole qui disparaît dans le brouillard, que Liszt, justement, rend par encore une main droite non accompagnée, qui disparaît morendo, en mourant, comme on dit en musique, et qui semble se résoudre sur ce sol d'écart jusqu'à ce que quelque chose d'autre se produise qui change vraiment toute la signification de cette fin. Et donc nous avons cette ligne non accompagnée. Qui semble se résoudre ici sur ce sol d'écart. Et on se dit là que voilà, c'est la fin. Ou pas. Alors là, c'est vraiment Liszt qui, à la fin d'une pièce, hanté, obsédé par le deuil, refuse de nous laisser avec ce point final. Et cette altération d'un sol d'écart à un sol dièse à la dernière minute, vraiment, nous laisse sur un point d'interrogation musicale. C'est sans doute le Liszt religieux, d'ailleurs, qui parle ici, donc l'abbé Liszt, qui entrevoit une vision de l'au-delà. Mais je pense que c'est un geste musical très fort dans une pièce qui parle de deuil, et je pense que ça peut nous parler à nous tous que de terminer cette pièce vraiment sur cette note d'ouverture, cette question ouverte, mystérieuse. Donc en ayant tout cela en tête, je propose qu'on se lance dans cette œuvre immersive qu'est la gondole libre de Franz Liszt.
là sur cette question ouverte. Nous allons passer à la troisième partie du programme ce soir, troisième et dernière, je pense. Et donc c'est notre deuxième plat de résistance, proprement dit, ce soir. Et il s'agit, comme vous avez pu voir, des 4 ballades opus 10 de Johannes Brahms. Alors c'est toujours un tout petit peu délicat de juxtaposer des pièces de Liszt et de Brahms dans un même programme, voire de transitionner des unes aux autres, étant donné que ces deux compositeurs ont été considérés comme étant deux figures tout à fait antagonistes vers la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, comme je l'ai dit à propos de Liszt, Liszt était considéré comme vraiment l'un des avant-gardistes de son époque, qui a bousculé les conventions de forme et du langage tonal de son époque, alors que de l'autre côté, Brahms s'est vraiment attaché à justement parfaire, parachever ces formes-là héritées de Beethoven, et donc a été considéré comme étant plus conservateur relativement, et à juste titre, sans doute. Par contre, ce que j'aimerais montrer ce soir, c'est que Brahms était tout aussi intéressé par la question de la narration en musique, malgré ses considérations formelles et disons puristes presque. Du moins chez le jeune Brahms, il y a cette tendance narrative que je pense que ces 4 ballades illustrent très bien. Et pour comprendre donc pourquoi, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'une ballade déjà? Que signifie le terme ballade? Alors pour commencer par le commencement, il faut savoir que la ballade, avant de devenir un genre musical romantique, notamment chez Chopin et chez Liszt, la ballade est avant tout un genre poétique, un genre littéraire. Et donc, c'est un genre de poésie narrative. Pour faire simple, la ballade, à la base, au Moyen-Âge notamment, est un poème qui raconte une histoire, un poème narratif. Et cela peut prendre la forme d'un dialogue entre des personnages, ou bien d'une narration qui relate des faits et des péripéties, donc des actions. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est une narration d'ordre épique. Donc la ballade se réfère à un passé mythique, antique ou médiéval, et relate vraiment cette voix archaïque qui est racontée à travers cette histoire. Et il y a un livre d'ailleurs très intéressant de Caroline Abate sur le sujet. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est ce qui a véritablement inspiré les poètes romantiques de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe, avant d'inspirer les musiciens. Donc avant tout, Goethe et Schiller, par exemple, ont composé des ballades dans ce style médiéval. Et puis c'est ensuite que ça a inspiré des musiciens tels que Chopin. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que chez Brahms, c'est différent. Parce qu'à la différence des épanchements lyriques des ballades romantiques de Chopin et de Liszt, Brahms reste très proche de son modèle poétique. Et je vais montrer comment, mais d'abord, ce qui vraiment nous met sur la piste, c'est que Brahms a une mention très significative à cet égard sur la première page de la première ballade. Et je vais parler notamment de la première ballade de Brahms. Et donc Brahms laisse cette notice ou ce sous-titre qui dit, je cite, cette ballade est composée d'après la ballade écossaise intitulée Edward, du livre de Herder, Stimmen der Völker, ou La voix des peuples, le titre intégral est La voix des peuples à travers ses chants et ses poèmes. Alors, la mention de ce livre-là dans les ballades de Brahms n'est pas une occurrence fortuite, parce que là, Brahms se réfère à l'un des mythes fondateurs du romantisme allemand, et qui est donc ce livre de Gottfried Herder, qui a constitué une sorte de bombe à détonation presque au début du XIXe siècle. Du XVIIIe siècle. Il s'agit donc d'une compilation par Gottfried Herder de chants folkloriques et de poèmes folkloriques d'Europe du Nord et d'Allemagne notamment, qui tentent de justement recapturer cette voix antique à travers un bon nombre de ballades. Donc ça illustre cette fonction épique de la ballade médiévale à la base. Et en effet, ce que Brahms fait, c'est qu'il se réfère à l'histoire de cette ballade telle qu'elle apparaît dans le livre de Herder. L'histoire est la suivante.
Cette ballade qui s'appelle Edward se réfère à un jeune homme qui, graduellement, est en train d'avouer un crime qu'il a commis. Donc c'est une histoire très sombre, là encore. Donc en train d'avouer un crime à sa mère. Et il lui dit qu'il a tué son père, qu'il a tué son frère, selon les différentes variantes. Et sa mère lui répond. Et donc c'est une de ces ballades qui prend la forme d'une question-réponse, donc d'un dialogue entre deux personnages. D'un côté, Edward qui est rétif au début, mais puis qui finit par avouer, et de l'autre, sa mère qui le questionne, mais qu'est-ce que tu as fait, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Alors ce que Brahms fait, c'est que, d'une manière similaire, il juxtapose deux thèmes contrastés qui font l'objet de la première partie de la ballade. Alors tout d'abord, nous avons ce thème en ré mineur très sombre et aussi très archaïque, avec ses quintes et ses octaves ouvertes. Qui semble donc correspondre au personnage de Edward, le fils, avec une atmosphère très sombre. Et d'autre part, lui succède un thème tout à fait contrasté, en si bémol majeur, donc la sous-dominante de la relative majeure, un thème avec un peu plus de mouvement et qui semble plus lyrique. Donc il se termine sur cette demi-cadence comme une question, comme donc justement les questions de la mère. Il s'agit là du deuxième personnage principal. Alors, ces deux thèmes alternent tout le long de la ballade, de la première partie de la ballade, et reviennent à la fin. Alors, il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, à propos des formes cycliques que Brahms affectionnait, quel rapport elles ont avec la narration, mais je pense que pour cette partie du programme, pour une fois, il est temps de laisser la place à la musique et de vraiment garder en tête toutes ces références, ces contrastes, ces caractérisations qui vraiment font l'objet de ces ballades chez Brahms et du ton épique de la ballade chez Brahms. Alors essayons de rester plongés dans cette atmosphère-là et de laisser donc la parole à la musique. Maintenant, avant de commencer, juste une petite mention. Vu qu'il s'agit vraiment d'un flux continu de 4 ballades connectées au niveau thématique, au niveau des progressions tonales, si jamais vous sentez l'envie d'applaudir quelque part dans ces 20 minutes de musique, réservez ça pour la fin, vraiment afin de ne pas interrompre, afin de ne pas interrompre l'unité de ces 4 œuvres. Merci.
un cadre magnifique et je pense que Beit Tabaris, c'est vraiment une organisation qui a l'image des Zénins, généreuse, ouverte à tous. Donc j'aimerais aussi remercier les Zénins. Et maintenant on passe aux choses sérieuses. Un petit verre.